Vous voyez l'écran, tout va bien. Donc, donc là, les éditeurs m'avaient proposé en fait quelque chose d'assez difficile, en tout cas pour moi, qui était finalement de traiter de la question de l'adaptation en fait dans un contexte de coexistence des types d'agriculture. Bon, c'est tout un défi et en plus l'exposer maintenant en 10 minutes aussi. J'espère que je serai clair. Euh, je pense que, enfin, ce qui m'a interrogé, alors évidemment, je vais prendre des cas qui s'appuient finalement sur l'utilisation de trois terrains par des effets de miroir qui sont le Brésil, l'Argentine et la France. Parce que finalement, toutes ces réflexions, elles émanent surtout d'une réflexion, on va dire, inductive à partir de ces capacités d'imagination, de créativité que sont les acteurs finalement de trois pays différents. Et l'adaptation, il me semble que dans un premier temps, elle renvoie finalement à la question du temps, de la prise en compte du temps, et que dans les façons de voir le temps, il y a quand même trois grandes façons de les voir. Alors, Pierre soulignait le fait que l'approche systémique est une base finalement de réflexion, en tout cas de l'ensemble des ouvrages, c'est vrai, et c'est quelque chose qui est partagé, en fait, je pense, comme culture, on va dire scientifique, mais il me semble que l'approche systémique, elle voit le temps essentiellement comme le temps du fonctionnement, puisque quand même la notion de fonctionnement est à la base de l'approche systémique et des systèmes, et que les évolutions, les transformations, peut-être même les transitions aussi, sont vues beaucoup comme une forme finalement d'évolution du fonctionnement. Mais c'est quand même essentiellement un temps cyclique. L'adaptation, elle, n'est pas un temps cyclique, mais elle renvoie finalement à la nécessité de préciser adaptation à quoi? À une perturbation nécessairement. Et là, je me suis appuyé essentiellement sur les théories de l'adaptation de Jean Piaget, en fait, avec sa théorie de l'équilibration des systèmes, qui renvoie à une adaptation, bon, dans son cas des systèmes cognitifs, mais il l'appliquait aussi à des systèmes biologiques, face à des perturbations qui sont externes, voire aussi internes. Et puis, il y a un autre type de temps qui n'a rien à voir avec les deux précédents, qui est le temps finalement, je l'ai appelé ici de l'histoire, mais qui introduit une dimension particulière qui est celle des transformations radicales, du non-retour, on va dire, de la révolution, du changement profond et qui amène à un temps historique. Alors, qu'est-ce qui se transforme? Qu'est-ce qui est censé s'adapter? Et aussi, qu'est-ce qui coexiste? Donc, ça m'amène à tenter de définir la notion de modèle de développement. Alors, pour moi, ce qui coexiste, ce sont des modèles de développement agricole. Et ce qu'il me semble aussi, donc là que j'ai tenté de définir en prenant 4 dimensions, puisque pour qu'il y ait modèle de dimension, donc c'est une façon d'interpréter aussi la réalité que je vois dans trois pays différents. Mais il me semble qu'il faut arriver au moins de façon minimale à rassembler 4 dimensions pour tenter ou prétendre, disons, être un modèle de développement. Et je pense qu'il y a quelque chose que je ne pourrais pas traiter ici dans l'exposé, mais qui est constamment en toile de fond, c'est qu'on a toujours en arrière-fond l'exemple du modèle de développement moderne classique qui a été celle de l'agriculture. En France, on dit agriculture professionnelle ou enfin des grandes années de modernisation et qui avait un élément central qui était celle, finalement, bien ce modèle a eu beaucoup de détracteurs, qui a eu beaucoup de résistance, d'opposition, mais il arrivait quand même à imposer une hégémonie dans la façon de penser, dans la façon de représenter l'avenir, dans la façon de définir des alternatives, une hégémonie justement dans les esprits, dans la façon de regarder, qui n'existe plus à mon sens. Et c'est ça la grande différence actuellement, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des modèles dominants, mais cette dominance ne repose plus sur une hégémonie. Et justement, Gramsci dit, quand il y a dominance mais plus hégémonie, il faut augmenter les mécanismes, on va dire, de coercition, de violence et de pression pour arriver à imposer cette domination. Alors, un modèle de développement, il se définit en gros par quoi? Par la capacité à rallier un minimum un secteur de la science,
Et du coup, ça a une certaine forme de diversification, voire de division de la science, agroécologie, agribusiness, etc. La science n'est plus forcément une dans son discours. Également, il faut des politiques différentielles ou en tout cas au moins quelques agences ou des agents qui accompagnent des modèles différents et qui s'engagent, disons, de façon différentielle dans différentes formes d'agriculture. Il faut aussi que ces modèles arrivent à s'insérer dans des marchés, soit parce qu'il y a des appellations d'origine, soit parce qu'on trouve un rayon dans les supermarchés de Carrefour, etc. Et puis surtout, dimension importante, il faut éviter de se mettre la société à dos, puisque en fait, même si c'est plus le modèle hégémonique de l'agriculture moderne conventionnelle, dans lequel tout le monde regardait dans la même direction, donc il n'y avait plus besoin de convaincre personne. Ici, il faut convaincre, donc c'est un effort considérable. On voit tout l'effort sémantique que font tous les modèles et de discours, de construction de discours, parce qu'aucun modèle ne peut, à moyen terme, et encore plus à long terme, se mettre la société à dos, même si certains, en fait, ne font pas beaucoup d'efforts, hein, mais ça va peut-être leur coûter cher. Ce modèle de développement, en fait, on disait, la question est politique. La question est politique, mais elle n'est pas que politique, parce qu'elle correspond aussi, il faut quand même que ces modèles, ils aient une base sociale. Et cette base sociale, c'est quand même des gens qui produisent, qui ont un type de médiation avec le territoire qui est cohérente entre eux et qu'ils trouvent une forme d'expression, on va dire, dans un modèle de développement. C'est-à-dire que finalement, cette activité agricole, elle se traduit par une certaine façon de produire et de travailler, mais aussi de participer, d'être ensemble, d'avoir des formes d'action collective qui sont cohérentes et de s'y retrouver. Et puis également, et ça c'est une partie extrêmement importante, que l'activité agricole corresponde à un projet personnel, là que j'ai marqué sous la forme de la notion d'œuvre, en reprenant les travaux d'Hannah Arendt qui définissent l'activité humaine et en voyant l'activité agricole comme une activité humaine au sens d'Hannah Arendt. C'est aussi une œuvre, c'est-à-dire il faut avoir envie et il faut s'y reconnaître en termes d'identité et de projection de la personne. Donc, les 2 choses doivent correspondre finalement. Il doit y avoir et c'est pour ça que j'ai appelé ça un pacte, territorial. Le pacte territorial, c'est cette tentative de mise en correspondance entre une médiation territoriale ou un type de médiation territoriale et un modèle de développement, sachant que parfois des médiations territoriales qui ne se correspondent pas totalement, heu, trouvent finalement le même modèle de développement. Peut-être on pourrait dire que c'est une chose qui peut se retrouver dans une agriculture biologique de masse et une agriculture biologique de proximité, qui n'ont pas totalement les mêmes médiations territoriales, mais qui sont bien obligés de rentrer dans le même modèle de développement. En tout cas, une chose est certaine, c'est que oui, c'est plus politique le modèle de développement, c'est aussi plus visible, c'est plus facile à repérer pour nos étudiants, mais c'est très complexe à analyser. Mais c'est pour ça que je dis souvent que c'est la partie émergée de l'iceberg, parce que finalement, ce qui est extrêmement profond, stable, qui perdure, qui va aller au-delà des périodes politiques, c'est quand même bien la médiation. Alors, puisque donc on m'a demandé de traiter la question de l'adaptation. Heu, Adaptation de quoi et à quoi? Alors, dans un premier temps, on peut tenter d'appliquer, la théorie de Jean Piaget aux exploitations agricoles et dire, dans ce contexte de coexistence de différents, modèles de développement, chacun étant, on va dire, un peu incomplet, parce que sinon il n'y aurait pas totalement coexistence et il y en aurait un qui réussirait à être totalement hégémonique sur les autres. Comment les gens font, disons? Alors, il y a les types d'équilibration alpha, c'est-à-dire c'est l'adaptation en niant la perturbation, hein, en consommant donc des réserves. Par exemple, voir des réserves en Argentine, on va dire, de sympathie ou d'appui politique quand l'agriculture entrepreneuriale nie des aspects comme l'importance du glyphosate sur la santé, et cetera, en disant que c'est pas tellement différent du café. Ça a un coût, c'est une consommation de réserve parce qu'il y a un moment où ce n'est plus, tenable. L'équilibration bêta de Piaget, c'est l'idée de: «Je m'adapte en faisant un ajout structural, mais dans le fond, je ne change pas totalement la structure».
Ça peut être effectivement pour la grande distribution, qui peut être totalement cohérente avec le modèle industriel finalement. C'est ce qu'on voit en Argentine, hein. La grande distribution ici est l'acteur occulte qui a permis un resserrement de tout le système laitier en Argentine. Et par contre, c'est vrai qu'elle n'a pas fait d'ajout structural comme, comme en France, en rajoutant dans ses rayons des produits plus locaux, mais c'est quand même un ajout structural, tout comme par exemple le petit agriculteur familial qui décide de louer une partie de ses terres à l'agribusiness pour obtenir une rentrée d'argent, mais sans véritablement modifier son système de production, de fait. Ou bien on peut même dire que les bonnes pratiques agricoles, qui sont très à la mode, avec la responsabilité sociale entrepreneuriale du côté de l'agribusiness, c'est un ajout structural, mais que foncièrement, on n'a pas changé le système. Et quand on essaye de regarder ce qui est l'équilibration majorante, qui est quand même une transformation profonde du système, un changement de système, dans le fond, on n'en voit pas beaucoup dans ces situations de coexistence, qui sont peut-être justement des situations plus de coprésence que de coexistence pour cette raison-là, notamment, c'est que on ne voit pas beaucoup d'équilibration majorante au sens de Jean Piaget. Alors, pour terminer, pour ne pas prendre trop de mon temps, j'ai quand même tenté aussi d'appliquer cette notion d'adaptation, non plus seulement à l'exploitation agricole, mais on va dire à la situation même de coexistence. Parce que finalement, qu'est-ce qu'on est en train de vivre? Est-ce que c'est une situation simplement de transition vers une autre hégémonie, vers un autre modèle agricole, donc dirait Gramsci, vers un autre bloc historique stable, dans lequel s'impose une nouvelle hégémonie, qui n'est pas claire pour le moment, ou bien est-ce que la coexistence elle-même est un bloc historique? Heu, c'est, on va dire, heu, est-ce qu'un modèle arrivera finalement à s'imposer? Pour le moment, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a quand même une certaine fragmentation de la société civile, dans lequel chacun des fragments tente d'imposer son modèle. Par exemple, dans l'agriculture entrepreneuriale, il y a, le modèle de l'agribusiness, il n'est pas inexorable, mais il tente justement d'imposer son hégémonie. Du côté de l'agriculture, familiale, on peut se poser la question, par rapport à l'agroécologie. Donc finalement, chaque fragment, on va dire, a tendance à, d'un certain point de vue, à se radicaliser et à trouver ses fondements, ce qui ne va pas tellement vers le sens justement d'une coexistence, c'est-à-dire mais plutôt celle d'une confrontation. C'est-à-dire chacun renforce un peu ses positions. De ce point de vue-là d'ailleurs, j'ai plutôt l'impression, mais je le mets en débat, que si on observait il y a de cela une quinzaine d'années, une convergence entre les situations des 3 grands pays qu'on étudie, je me demande si du fait justement de ces choix qui sont faits par chacun des fragments de la société civile, dans chacun des pays, on n'observe pas une certaine divergence en fait dans les réponses qui sont données dans chacun des 3 pays qu'on observe. Et finalement, pour ne pas dépasser donc mon temps, j'ai tenté d'utiliser un petit peu les notions pour s'adapter à ce contexte de coexistence, et des notions comme des auteurs de Tony Negri et Michael Hart, qui remplacent les notions d'impérialisme et de masse, de peuple ou de classe par celles d'empire. Alors l'empire, c'est quelque chose qui n'a pas de centre, bien défini, qui a des frontières mobiles, et surtout la notion de multitude. Alors, la multitude, c'est peut-être quelque chose qui correspond beaucoup plus finalement à l'ensemble des acteurs, on va dire, du monde agricole, dans le sens qu'ils disent c'est la fille des réseaux sociaux, c'est l'individualisation de la société, la multiplicité de la singularité, c'est l'action collective, et c'est finalement ce qu'on peut observer au sens que euh, parfois même l'absence de leader, on le voit dans certains acteurs en Argentine, comme de l'agriculture familiale, comme l'UTT, où il y a c'est toujours une volonté de ne pas avoir un seul et même leader, donc c'est une forme d'action beaucoup plus complexe de la société, et que finalement, ce qu'on aurait besoin dans cette phase qui est celle de la coexistence, c'est justement d'avoir ces concepts adaptés à une phase très particulière dans laquelle il n'y a pas un modèle qui arrive à imposer son horizon, on va dire, et son hégémonie.
Merci beaucoup, Christophe, pour cette présentation très, très claire, très, très lumineuse de ton chapitre. Et donc, je pense que ça va susciter des différentes questions et ça serait intéressant puisque nous avons des participants de différents pays, justement de France, mais aussi d'Argentine et du Brésil, d'avoir des participations aussi variées pour voir si cette idée euh, d'interprétation de l'évolution avec la forte divergence, la coexistence et la fragmentation des positions correspond à ce que les auditeurs ressentent aussi. Karim? Oui, bonjour. Bonjour. J'ai une question. Avant ça, j'avais une remarque sur la notion de multitude. Juste pour dire que moi, je ne connais pas les auteurs que vous avez mentionnés, d'où vous l'avez tiré, mais je sais que c'est une notion centrale dans la pensée de Deleuze et Guattari. Donc, je pense que ça pouvait valoir le coup de le signaler là par rapport à la fin de votre présentation. Et d'autre part, ma question, du coup, sur votre schéma où il y a l'iceberg, ma question, c'est par rapport à ce que vous appelez les médiations territoriales. J'aurais bien aimé que vous en reparliez un petit peu, parce que donc là, j'ai pas la diapo sous les yeux, mais j'ai l'impression que ce que vous mentionnez un peu dans vos diapos, moi, tel que je l'ai compris quand vous l'avez présenté, j'avais l'impression que ça se jouait pas mal au niveau individuel ou de l'exploitation, alors que quand vous êtes arrivé finalement sur l'expression de médiation territoriale, du coup, j'ai eu l'impression qu'on sautait à une échelle méso, quoi. Hein, voilà. Donc, c'était ma question, peut-être de revenir sur ce point-là. Si la question était claire, j'ai l'impression que oui. Oui, oui, je pense que la question est très claire. Et d'ailleurs, la remarque et la question sont assez liées parce que donc, les médiations territoriales, effectivement, c'est une volonté de prendre en compte les logiques profondes des acteurs et les raisons pour lesquelles les gens sont engagés dans l'activité agricole. Et parfois, il faut arriver à les comprendre au-delà d'une logique qui est purement socio-économique, parce que je me rappelle avoir vu en France des jeunes euh, de 22, 24 ans engagés dans la production laitière avec 10 heures de travail par jour, pas de week-end, et de leur demander finalement pourquoi ils le font finalement. Et donc, ils répondent dans l'autre sphère que j'ai marquée, qui est celle du projet personnel, ben, c'est qu'ils se retrouvent parce qu'ils croient dans un projet autour d'une alimentation, ils sont dans des réseaux militants, sur les marchés, ils rencontrent d'autres jeunes qui les renforcent dans ces convictions, voire aussi des urbains de la ville proche qui les renforcent dans ce que j'ai marqué l'œuvre. Et, et d'ailleurs, vous pouvez voir aussi que tout est cohérent puisque leur façon de participer sur des marchés, dans les petites villes où ils rencontrent d'autres gens qui partagent leurs convictions, finit par faire une forme de ce que j'ai appelé de médiation territoriale, c'est-à-dire une capacité à s'insérer dans l'activité, dans le territoire, qui a sa cohérence propre, qui est particulière à cette personne-là. C'est là où on rejoint la question sur la multitude et sur les formes de l'action collective. Je n'ai plus un projet professionnel, disons, homogène ou unique comme dans la période de l'agriculture moderne classique. C'est bien mon projet à moi. Et si je participe à un groupe, il faut que j'ai vraiment l'impression que cette participation au groupe va me servir, moi, dans mon projet personnel. Donc, les médiations territoriales, elles ont cet aspect de multitude, d'éclatement, qui est celle que disent les auteurs, probablement Deleuze et Guattari aussi, c'est possible. Et en fait, il faut qu'elles s'alignent quelque part entre elles, se reconnaissent et trouvent une forme d'expression satisfaisante dans un modèle de développement. C'est tout le… Alors là, je pense que en tout cas pour m'aider un petit peu à imaginer comment on passe de la multitude des médiations territoriales
à leur agencement et leur mise en cohérence avec un nombre limité de modèles de développement, les auteurs qui travaillent sur l'action collective, Melucci, mais aussi Rosan-Vallon en France, qui parle des nouvelles formes de représentation, aident beaucoup quand même. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Pourquoi on s'engage finalement? Et comment on se retrouve dans un modèle de développement? Donc, finalement, il y a derrière un paysage qui est celui de fragmentation, de confrontation, il y a aussi ces recherches de convergence, mais sur des modèles beaucoup plus fragmentés. Sur des modèles fragmentés qui sont soumis aux aléas politiques aussi, on l'a vu au Brésil. Mais je pense que ce qui ne change pas, c'est quand même la partie immergée de l'iceberg. C'est les façons de se concevoir comme agriculteur, c'est les engagements dans la localité. Ces choses-là, elles restent de toute façon. Avec une différenciation donc, qui va être accentuée entre les trois pays, parce qu'un des aspects de ce chapitre, c'est d'oser faire quelque chose de comparatif entre Argentine, Brésil et France. Donc on voit que ce contexte national, finalement, fait peser la balance, en tout cas du côté de certaines composantes du modèle, le lien à l'État, le lien à la science et technologie va peser, mais il y a possibilité de tension et de rupture. Justement, il y a une question de Marc Pirot. Oui. Marc, vas-y. Si tu veux prendre la parole. Oui, merci Denis. Bonjour Christophe, dis-moi, justement, je voulais revenir sur l'histoire un peu des trois pays, qui est extrêmement différente, et notamment l'histoire de l'accès au foncier. Oui. Et donc qui marque quand même un contexte social, institutionnel et politique extrêmement différent. Oui. Et donc comment ça interfère avec le modèle, justement? Comment tu le fais d'y dialoguer avec Alors, bon, ça interfère. En complément de ça, juste pour renforcer cette question de Marc, la question posée sur le chat par François Casabianca, et de dire également s'il n'y a pas une question des effets de dépendance de sentier qui serait propre à chaque pays. Oui, de dépendance de sentier en termes technologiques. Oui. Ok. Oui, donc pour revenir sur le foncier, c'est un facteur extrêmement contraignant en Amérique latine, au Brésil évidemment, et en Argentine, et qui influe aussi sur les façons de trouver des réponses des modèles. Par exemple, quand l'agroécologie et l'agriculture paysanne dans la région pampéenne finalement trouvent un mode d'expression essentiellement parce que se créent des zones d'exclusion de l'utilisation des produits agrochimiques dans des petits périmètres autour des villes et petites villes, de l'ordre parfois seulement de 100 à maximum 500 mètres, et qu'en fait on arrive à que l'agroécologie peut vraiment s'exprimer que parce qu'il y a ce périmètre d'exclusion, hein, qui est fait avec souvent beaucoup de conflits. Évidemment, ça montre que le foncier est une contrainte extrêmement grande, et dans ce cas-là, même, il oblige tout simplement une juxtaposition, non pas une coexistence des deux modèles. Donc, bien entendu, c'est un élément extrêmement important, et aussi un débat latent qui est celui, nous on parle d'installation, mais en Amérique latine ils parlent de réforme agraire, et c'est une question extrêmement, historiquement extrêmement difficile, comme vous le savez. Et sur les dépendances technologiques, c'est clair que il y a je ne sais pas si c'est ce que veut dire François, mais qu'il y a des verrous technologiques qui
qui conduisent certains modèles, évidemment, à monopoliser des appareils importants de recherche et de développement, et aussi les représentations, en fait, des acteurs, et qui fait, par exemple, que on peut les observer en Argentine, dans lequel un modèle de développement qui est centré autour d'un paquet technique semi-direct, utilisation des herbicides comme le glyphosate et OGM, a tendance à entraîner un très grand nombre d'agriculteurs qui pourraient très bien utiliser d'autres paquets techniques ou qui proviennent d'une autre histoire technologique qu'on a appelée des producteurs silencieux, et qui ne se retrouvent pas du tout dans ce modèle, mais qui sont obligés d'utiliser ce costume qui n'est pas du tout taillé pour eux, justement pour cette raison d'un verrou technologique. D'accord. Merci beaucoup, Christophe, pour non, de rien.